Le mur de béton faisait près d'1,5 m d'épaisseur, conçu pour résister à l'artillerie navale et aux bombardements aériens. Mais il n'eut pas le temps de comprendre ce qu'il avait frappé. En une fraction de seconde, la façade du bunker explosa vers l'intérieur, projetant des blocs de béton, de métal et de poussière dans un espace où il ne resta plus rien de vivant. À l'origine de cette destruction instantanée, il n'y avait ni une batterie de canons, ni une attaque aérienne massive, mais un seul tir, lent, lourd et terriblement précis, lancé par un char britannique à l'allure étrange, armé d'un tube court et massif qui n'avait rien d'un canon classique. Les soldats allemands observaient la scène depuis les fortifications voisines avec une incompréhension mêlée de peur. La machine avançait lentement, presque maladroitement, sans chercher à manœuvrer ni à se cacher. Elle ne tirait pas en rafale, ne cherchait pas à percer, elle s'approchait simplement, comme si elle savait que rien ne pouvait l'arrêter. À ce moment-là, personne ne savait encore que ce char transportait une arme pensée pour effacer les bunkers plutôt que pour les combattre. Le Churchill AVRE venait de faire son entrée sur le champ de bataille. Pour comprendre pourquoi une machine aussi radicale a vu le jour, il faut revenir à une journée précise qui a profondément marqué les états-majors alliés. Le 19 août de l'année 1942, sur les plages de la ville française de Dieppe, une opération amphibie de grande ampleur fut lancée afin de tester les défenses côtières et les méthodes de débarquement. Environ 6000 soldats, principalement canadiens, furent envoyés à terre sous la protection de chars et d'un appui aérien limité. Ce qui devait être un exercice grandeur nature se transforma en catastrophe. Les défenses allemandes étaient solidement installées. Des blocos en béton, des nids de mitrailleuses, des canons anti-chars bien camouflés dominaient les plages. Les sapeurs chargés de détruire les obstacles furent fauchés avant même d'avoir atteint leurs objectifs. Les chars s'enlisèrent dans les galets ou furent détruits les uns après les autres. À la fin de la journée, plus de 3000 hommes étaient morts, blessés ou capturés. Le débarquement avait échoué, mais il avait surtout révélé une vérité brutale. Face à des fortifications modernes, l'infanterie et les chars classiques étaient impuissants. Cette leçon fut prise très au sérieux. Les ingénieurs militaires comprirent qu'il ne suffisait pas de percer les murs avec des obus perforants. Les bunkers n'étaient pas des chars, mais des volumes fermés, capables d'absorber les impacts tout en protégeant leurs occupants. Il fallait une arme capable d'approcher sous le feu, de survivre aux tirs directs et de délivrer une charge explosive si puissante qu'elle annihilerait tout ce qui se trouvait à l'intérieur. L'idée n'était plus de percer, mais de faire exploser. Le choix de la plateforme se porta rapidement sur le char d'infanterie Churchill dans sa 3e version. Ce char lourd possédait une caractéristique essentielle pour ce type de mission: une épaisse protection frontale atteignant plus de 100 mm sur certaines zones et un châssis long offrant une excellente capacité de franchissement. Conçu dès l'origine pour accompagner l'infanterie dans les pires conditions, le Churchill était lent mais résistant et surtout modulaire. Il pouvait recevoir différents équipements sans nécessité de transformation profonde de sa structure. Les ingénieurs britanniques proposèrent alors une solution qui paraissait presque absurde sur le papier. Au lieu d'un canon classique, le nouveau char serait équipé d'un mortier géant, d'un calibre jamais vu sur un véhicule blindé. Ce mortier, appelé Petard, avait un calibre de 290 mm et tirait un projectile cylindrique à l'allure grossière, rempli d'une charge explosive massive. Le projectile ne ressemblait en rien à un obus traditionnel, au point que les équipages lui donnèrent rapidement un surnom ironique, tant sa forme évoquait un objet du quotidien détourné en arme. Le principe était simple et terrifiant. Le projectile était lancé à faible vitesse sur une trajectoire courbe, puis venait s'écraser contre le béton avant d'exploser. La charge contenait environ 12 kg d'explosifs pour un poids total avoisinant les 18 kg. Lors des essais, un seul impact suffisait à détruire un bunker standard, en faisant s'effondrer les parois et en créant une surpression létale à l'intérieur. Là où des dizaines de coups d'artillerie auraient été nécessaires, un seul tir du mortier Petard accomplissait le travail. Pour accélérer la mise en service,
Il fut décidé de ne pas construire de nouveaux chars, mais de convertir des Churchill existants. Le canon d'origine fut retiré et remplacé par le mortier, installé dans le masque standard, ce qui limita les modifications visibles. À l'intérieur, en revanche, tout fut repensé. Le stockage des munitions, la répartition de l'équipage et les procédures de tir furent entièrement revues. Un sixième homme fut ajouté à l'équipage, un spécialiste du génie, chargé de la gestion du mortier et des explosifs. Ce nouveau véhicule reçut la désignation AVRE, pour Armored Vehicle Royal Engineers. Son rôle n'était pas de combattre des chars ennemis, mais d'ouvrir la route sous le feu, de réduire les obstacles et de transformer les fortifications en ruines fumantes. À mesure que les essais se multipliaient, une certitude s'imposait. Cette machine n'était pas élégante, ni polyvalente au sens classique, mais elle répondait exactement aux problèmes posés à Dieppe. À l'approche de l'année 1944, alors que la préparation d'un nouveau débarquement sur les côtes françaises s'intensifiait, le Churchill AVRE cessa d'être un prototype. Il devint un outil indispensable dans un plan beaucoup plus vaste, destiné à briser l'Atlantic Wall et à permettre aux troupes alliées de survivre aux premières heures de l'assaut. À mesure que le Churchill AVRE entrait en service, ses équipages comprirent très vite que la véritable épreuve ne résidait pas seulement dans l'approche des bunkers ennemis, mais dans l'utilisation même de son arme principale. Le mortier petard n'avait rien d'un système confortable ou intuitif. Chaque tir exigeait une coordination parfaite, une précision presque instinctive, et surtout un sang-froid absolu, car la moindre erreur pouvait coûter la vie à un membre d'équipage. La portée effective du mortier était extrêmement réduite. Dans les meilleures conditions, le projectile ne dépassait guère une distance comprise entre 70 et 90 mètres. Cela signifiait que le char devait s'approcher dangereusement près de la cible, souvent à portée directe des armes anti-chars, des mitrailleuses lourdes et des lance-grenades. Contrairement aux chars classiques qui pouvaient engager l'ennemi à plusieurs centaines de mètres, le Churchill Havre avançait presque à découvert, en pleine zone mortelle, avec la certitude qu'il serait vu et pris pour cible. La trajectoire du projectile ajoutait une difficulté supplémentaire. Le mortier ne tirait pas de manière tendue. Le projectile décrivait une courbe prononcée, lente, visible à l'œil nu. Les servants ennemis avaient parfois le temps de voir l'engin s'élever, basculer et retomber avant que l'explosion ne pulvérise leur position. Pour le tireur, cela impliquait un calcul complexe, prenant en compte la distance réelle, la pente du terrain et même les obstacles intermédiaires. Un tir trop court se traduisait par une explosion prématurée. Un tir trop long faisait perdre un temps précieux, souvent fatal. Mais le véritable cauchemar du Churchill Havre commençait après le tir. Le rechargement du mortier petard était une opération d'une dangerosité extrême, unique dans l'histoire des chars de combat. Contrairement au canon classique, qui se rechargeait entièrement depuis l'intérieur, le mortier nécessitait une manipulation partiellement externe. Pour recharger, la tourelle devait être orientée avec précision, afin que le tube du mortier se trouve au-dessus de la trappe avant. Le tube était ensuite basculé vers l'extérieur à l'aide d'un mécanisme spécifique. À ce moment précis, l'un des membres d'équipage devait ouvrir la trappe et sortir le haut du corps hors du blindage. Il devait alors saisir un projectile de près de 18 kg, le positionner manuellement dans la culasse ouverte et le verrouiller avant de se replier à l'intérieur. Durant ces quelques secondes, sa tête, ses bras et son torse étaient totalement exposés. Aucune protection, aucun écran, rien d'autre que la vitesse et la chance ne le séparaient d'une balle ennemie. Selon les unités et les périodes, cette tâche était assurée soit par l'assistant du pilote, soit par le sapeur intégré à l'équipage. Dans tous les cas, cette fonction était redoutée. Les vétérans racontaient que le bruit du combat semblait s'amplifier à cet instant précis, comme si chaque balle cherchait sa cible. Les équipages les plus expérimentés parvenaient à effectuer la manœuvre en quelques secondes, mais même ce court laps de temps paraissait interminable sous le feu. Une fois le projectile en place, le tube était refermé, verrouillé, et le mortier revenait en position de tir. Le char pouvait alors avancer de quelques mètres, s'aligner de nouveau et recommencer. En théorie, un cycle complet de rechargement pouvait être effectué en une trentaine de secondes. En pratique, sous le stress, les explosions et les tirs adverses, ce délai s'allongeait dangereusement.
Malgré ces contraintes, le Churchill AVRE conservait des qualités essentielles. Sa masse, avoisinant les 40 tonnes, et son blindage épais lui permettaient d'encaisser des impacts qui auraient détruit des véhicules plus légers. Sa suspension et ses chenilles longues lui donnaient une excellente capacité de franchissement, particulièrement utile sur les terrains bouleversés par les bombardements. Là où d'autres chars restaient immobilisés, l'AVRE continuait d'avancer, lentement mais inexorablement. La polyvalence du véhicule ne se limitait pas à son mortier. Grâce à ses points d'ancrage et à sa conception modulaire, il pouvait transporter des équipements de génie indispensables. Des fascines, constituées de lourds faisceaux de bois, étaient fixés à l'avant du char et largués dans les fossés anti-chars afin de créer un passage. Des ponts légers pliables permettaient de franchir des tranchées ou des cratères. Ces dispositifs transformaient le Churchill AVR en véritable couteau suisse du champ de bataille, capable de résoudre des problèmes que ni l'infanterie ni les chars classiques ne pouvaient affronter seuls. À mesure que les équipages s'entraînaient, une doctrine d'emploi spécifique se mit en place. Le Churchill AVRE ne devait jamais opérer isolément. Il avançait en coordination étroite avec l'infanterie et d'autres véhicules spécialisés. Les fantassins protégeaient le char contre les attaques rapprochées, tandis que l'AVRE neutralisait les positions fortifiées qui bloquaient la progression. Cette coopération réduisait les pertes et augmentait considérablement l'efficacité de l'assaut. Les unités destinées à utiliser ces véhicules furent regroupées au sein d'une formation particulière, placée sous le commandement d'un officier réputé pour son esprit novateur. Cette unité rassemblait une concentration inédite de chars spécialisés, conçus non pas pour des duels blindés, mais pour résoudre les problèmes concrets posés par le débarquement et la percée des défenses côtières. Les entraînements se faisaient sur des terrains reconstitués, avec de faux bunkers, des obstacles en béton et des champs de mines simulés, afin de reproduire les conditions les plus réalistes possibles. Chaque équipage connaissait à l'avance son rôle et ses objectifs. Les cartes détaillaient les positions à neutraliser, les passages à ouvrir et les zones à sécuriser. Il ne s'agissait pas d'improviser, mais d'exécuter un plan précis où chaque minute comptait. Les hommes savaient qu'ils seraient parmi les premiers à affronter le feu ennemi et que leur succès conditionnerait celui de milliers de soldats derrière eux. À l'approche du mois de juin de l'année 1944, la tension monta d'un cran. Les exercices cessèrent progressivement, remplacés par une attente lourde et silencieuse. Les Churchill AVRE étaient prêts, leurs équipages entraînés, leur mission clairement définie. Il ne restait plus qu'à les mettre à l'épreuve dans des conditions réelles, face à des fortifications bien réelles, défendues par des hommes déterminés. Lorsque les rampes des navires de débarquement commencèrent à s'abaisser, l'environnement bascula instantanément dans le chaos. Les Churchill AVRE ne surgirent pas sur une plage vide ou déjà sécurisée. Ils arrivèrent dans un vacarme assourdissant, au milieu des explosions, des gerbes d'eau et des impacts d'obus qui martelaient la zone d'approche. La mer agitée secouait les barges, rendant chaque manœuvre imprécise, tandis que le sable détrempé menaçait d'engloutir les chenilles dès les premiers mètres. Dès que les chars touchèrent le sol, les équipages comprirent que la théorie allait céder la place à une réalité brutale. Les positions allemandes n'avaient pas été réduites comme prévu par les bombardements préparatoires. De nombreux bunkers étaient encore opérationnels, leurs embrasures intactes, leurs servants prêts à tirer. Les premières rafales frappèrent les blindages, produisant un choc sourd à l'intérieur des tourelles, rappelant à chacun que la protection, aussi épaisse soit-elle, n'était jamais absolue. Les Churchill AVRE avancèrent pourtant sans hésitation. Leur mission était claire et ne laissait aucune place au doute. Il ne s'agissait pas de progresser vite, mais de progresser coûte que coûte. Chaque char avait reçu des objectifs précis, des coordonnées à atteindre, des structures à neutraliser. À mesure qu'ils se rapprochaient des défenses, les silhouettes massives des bunkers se dessinaient dans la fumée, à peine visibles derrière les nuages de poussière et de sable soulevés par les explosions. À courte distance, l'ordre d'ouvrir le feu fut donné. Le mortier Petard entra en action dans des conditions pour lesquelles il avait été conçu, mais jamais encore testé à cette échelle. Le projectile quitta le tube dans un bruit sourd, bien différent du claquement sec d'un canon.
Sa trajectoire lente donnait l'impression qu'il flottait un instant dans l'air avant de retomber sur sa cible. L'impact fut immédiat. La façade de béton éclata, projetant des fragments dans toutes les directions, tandis qu'une onde de choc violente balayait l'intérieur de la position fortifiée. L'effet psychologique fut aussi important que la destruction matérielle. Les défenseurs, habitués à encaisser des tirs directs sans subir de pertes décisives, se retrouvèrent confrontés à une arme qui ne cherchait pas à pénétrer, mais à anéantir. Là où les murs offraient auparavant un sentiment de sécurité, ils devenaient désormais des pièges mortels. Plusieurs positions cessèrent de tirer après un seul impact, non parce que la structure était totalement détruite, mais parce que ses occupants étaient incapables de continuer le combat. Pendant que les AVRE neutralisaient les points de résistance les plus solides, leur rôle d'ingénierie se révéla tout aussi crucial. Des fossés antichars barraient la progression vers l'intérieur des terres. Sans intervention rapide, les unités suivantes auraient été bloquées sur la plage, exposées à un feu meurtrier. Les chars s'avancèrent jusqu'au bord des excavations et larguèrent leurs fascines, comblant les obstacles en quelques instants. Les chenilles franchirent ces passages improvisés, ouvrant la voie aux véhicules et à l'infanterie qui suivait. À certains endroits, le terrain avait été dévasté par les bombardements préalables, formant un enchevêtrement de cratères et de débris. Les ponts légers transportés par les havres furent déployés sous le feu, permettant de franchir ces zones sans ralentir l'assaut. Chaque manœuvre se faisait dans l'urgence, car rester immobile signifiait attirer l'attention des artilleurs ennemis, toujours à l'affût d'une cible de valeur. La coordination avec les autres véhicules spécialisés atteignit alors son point culminant. Les chars lance-flammes s'approchaient des embrasures encore actives, saturant l'intérieur de flammes et de fumée. Lorsque cela ne suffisait pas à réduire la résistance, un havre prenait le relais, avançant de quelques mètres supplémentaires pour délivrer un tir décisif. Cette combinaison transforma certaines sections du littoral en zones totalement impraticables pour les défenseurs, qui se retrouvaient piégés entre le feu, les explosions et l'effondrement de leur propre position. Les pertes furent néanmoins inévitables. Certains Churchill-Havre furent touchés par des tirs antichars précis, immobilisés ou détruits avant d'avoir pu accomplir leur mission. Dans ces cas, les équipages survivants étaient parfois contraints d'abandonner leurs véhicules sous le feu, une situation extrêmement dangereuse sur un terrain découvert. Malgré cela, l'élan général ne fut pas brisé. Chaque position neutralisée réduisait la pression sur les troupes débarquées, augmentant les chances de succès global de l'opération. Au fil des heures, l'impact de ces chars spécialisés devint évident. Les zones où ils étaient engagés virent une progression plus rapide et une diminution notable des pertes parmi l'infanterie. Là où les obstacles semblaient infranchissables, ils furent réduits ou contournés. Les havres ne gagnaient pas la bataille seuls, mais ils rendaient possible ce qui aurait autrement coûté un prix humain bien plus élevé. À mesure que les forces alliées consolidaient leur position sur la plage et commençaient à avancer vers l'intérieur, les Churchill-Havre poursuivirent leurs tâches sans relâche. Ils passèrent des défenses côtières aux villages fortifiés, aux routes bloquées par des barricades, aux points d'appui improvisés dans des bâtiments en dur. Chaque nouvelle avancée révélait un autre obstacle à éliminer, un autre passage à ouvrir, maintenant la pression sur des équipages déjà éprouvés. La journée était loin d'être terminée, et les combats ne faisaient que changer de forme. Les plages, autrefois objectif principal, devenaient désormais une base fragile à partir de laquelle il fallait s'étendre. Les Churchill-Havre, usés, parfois endommagés, restaient en première ligne, prêts à affronter un nouveau type de défi, loin du rivage, au cœur d'un territoire encore solidement défendu. Une fois les premières lignes côtières dépassées, la nature du combat changea brutalement. Les Churchill-Havre quittèrent l'espace ouvert des plages pour s'engager dans un environnement bien plus étouffant, composé de routes étroites, de haies épaisses et de villages transformés en points d'appui. Les fortifications n'étaient plus uniquement en béton massif. Elles prenaient désormais la forme de maisons renforcées, de granges murées, de carrefours minés et de barricades improvisées, construites pour ralentir toute avancée mécanisée. Dans ce nouveau décor, la lenteur du Churchill-Havre devint à la fois un handicap et un avantage. Incapable de manœuvrer rapidement,
Le char avançait avec prudence, précédé par l'infanterie qui repérait les menaces immédiates. Mais sa capacité à encaisser les tirs lui permettait de rester en tête, absorbant les coups destinés aux fantassins. Là où un char classique aurait été forcé de reculer, l'Avre continuait d'avancer, réduisant méthodiquement chaque obstacle. Les positions ennemies n'étaient plus toujours visibles à distance. Certaines étaient dissimulées derrière des murs épais ou à l'intérieur de bâtiments civils renforcés à la hâte. Dans ces conditions, le mortier-petard se révéla une arme redoutable. Un tir précis contre une façade suffisait à faire s'effondrer l'ensemble de la structure, neutralisant toute résistance sans nécessiter un assaut frontal de l'infanterie. Chaque intervention de ce type permettait de gagner du temps et d'éviter des pertes inutiles. Cependant, ce combat rapproché exposait les équipages à un danger nouveau. Les équipes anti-chars ennemies, armées de projectiles portables et de charges explosives, cherchaient à s'approcher discrètement. Le blindage épais protégeait contre les tirs directs, mais restait vulnérable aux attaques à très courte distance. Les équipages devaient donc compter en permanence sur la couverture des fantassins, transformant chaque progression en une opération collective où la moindre rupture de coordination pouvait être fatale. C'est dans ce contexte tendu qu'un incident inattendu survint, marquant durablement les esprits. Lors d'une progression à travers une zone semi-urbaine, un Churchill Havre se retrouva soudainement face à un char ennemi lourdement armé. La rencontre fut brutale et imprévue. Le véhicule adverse, conçu pour le combat blindé, disposait d'une puissance de feu largement supérieure et d'une portée bien plus importante. Dans une situation normale, l'issue aurait été évidente. Le commandant de l'Havre comprit immédiatement qu'il ne disposait d'aucune solution conventionnelle. Le mortier n'avait pas été conçu pour ce type d'affrontement, et sa lenteur rendait toute visée directe extrêmement aléatoire. Pourtant, l'équipage n'avait ni la possibilité de se replier rapidement, ni celle de recevoir un soutien immédiat. La décision fut prise de tenter l'impossible. Le tir fut déclenché presque instinctivement. Le projectile quitta le tube, décrivant sa trajectoire lente et visible. Il ne toucha pas directement le char ennemi, mais s'écrasa au sol à très courte distance. L'explosion qui suivit fut d'une violence extrême. La détonation souleva le sol, projeta des débris et créa une onde de choc suffisante pour endommager gravement le véhicule adverse. Lorsque la poussière retomba, celui-ci était immobilisé, incapable de poursuivre le combat. Cet épisode démontra une fois de plus la nature particulière de l'arme du Churchill Havre. Sans être conçue pour affronter des blindés, sa charge explosive était capable de provoquer des dégâts indirects dévastateurs. Pour les équipages, cet événement renforça une conviction déjà présente. Même dans les situations les plus désespérées, leur machine conservait un potentiel inattendu. À mesure que l'avancée se poursuivait, les Havres furent engagés dans une multitude de tâches successives, sans jamais bénéficier de répit. Ils ouvraient des passages à travers des routes bloquées, réduisaient des nids de résistance improvisés et permettaient aux unités de progresser là où toute tentative aurait autrement été stoppée. Leur présence rassurait les fantassins, qui savaient qu'en cas de blocage, une solution existait, même si elle impliquait de s'approcher dangereusement près de la cible. Les pertes s'accumulèrent néanmoins. Certains véhicules furent mis hors de combat par des tirs précis ou par des mines dissimulées. Les équipages survivants étaient alors redéployés sur d'autres chars, parfois dès le lendemain, poursuivant le combat sans interruption. Cette rotation constante renforça l'expérience collective, mais accentua aussi la fatigue physique et mentale des hommes. Malgré ces conditions éprouvantes, l'efficacité globale des Churchill AVR ne faisait plus aucun doute. Leur contribution permit de maintenir le rythme de l'offensive, empêchant l'ennemi de se réorganiser pleinement. Chaque position réduite, chaque passage ouvert, rapprochait les forces alliées de leurs objectifs suivants, tout en forçant les défenseurs à reculer ou à improviser dans l'urgence. À la fin de cette phase de progression, les AVRE avaient déjà parcouru bien plus que ce pourquoi beaucoup les imaginaient capables. Ils n'étaient plus de simples outils destinés aux plages, mais des acteurs permanents de l'avancée, confrontés à des situations toujours plus complexes et dangereuses. Pourtant, une question restait en suspens. Jusqu'où ces machines pouvaient-elles être poussées avant que leurs limites ne deviennent insurmontables ?
À mesure que l'offensive avançait et que le front se déplaçait toujours plus loin des côtes, le rôle du Churchill AVRE évolua de manière subtile mais décisive. Les lignes continues de fortification cédèrent la place à une défense plus fragmentée, faite de positions temporaires, de routes piégées et de zones urbaines partiellement détruites. Dans ce contexte, la mission du char n'était plus seulement de détruire, mais d'adapter le terrain à la progression rapide des unités mécanisées. Les équipages durent faire face à une usure constante. Les moteurs fonctionnaient sans interruption sur des terrains ravagés, les suspensions encaissaient des chocs répétés, et le blindage portait les marques visibles de dizaines d'impacts. Chaque AVRE devenait un assemblage de métal fatigué, mais encore opérationnel, tant que l'équipage parvenait à le maintenir en mouvement. Les réparations étaient souvent effectuées en première ligne, avec des moyens limités et sous la menace permanente d'un tir indirect. La rareté relative des munitions du mortier Petard imposa également de nouvelles contraintes. Chaque projectile devait être utilisé avec discernement. Il n'était plus question de détruire systématiquement chaque obstacle. Les commandants devaient choisir les cibles critiques, celles qui bloquaient réellement la progression ou représentaient une menace immédiate. Cette sélection renforça encore l'importance du jugement humain dans l'emploi de la machine, transformant chaque tir en décision stratégique. Dans certaines zones, l'ennemi adopta une tactique d'évitement. Plutôt que de défendre obstinément des positions fixes, les défenseurs se repliaient dès l'apparition des chars spécialisés, abandonnant des structures devenues trop vulnérables. Ce comportement modifia la dynamique des combats. Le Churchill AVRE n'avait parfois même plus besoin de tirer. Sa simple présence suffisait à provoquer l'abandon de ponts d'appui, accélérant l'avance sans confrontation directe. Mais cette efficacité avait un prix. Le combat rapproché restait omniprésent, et chaque progression exposait les équipages à des menaces invisibles. Les mines, les pièges improvisés et les tirs embusqués continuèrent de faire des victimes. Les hommes savaient que leur blindage ne pouvait pas tout arrêter, et que la chance jouait un rôle croissant à mesure que la fatigue s'installait. Chaque sortie de la trappe pour une intervention extérieure était vécue comme un pari silencieux. Avec le temps, la machine atteignit les limites pour lesquelles elle avait été conçue. Le mortier, idéal contre des structures massives, perdait une partie de son intérêt face à des positions plus mobiles et dispersées. D'autres solutions, plus rapides et plus flexibles, commencèrent à prendre le relais pour certaines missions. Le Churchill AVR resta néanmoins engagé là où sa puissance spécifique était encore indispensable, notamment pour réduire des obstacles lourds ou dégager des axes clés. Lorsque les opérations majeures touchèrent à leur fin, les AVRE encore en état de fonctionner furent progressivement retirés des missions les plus exposées. Certains furent affectés à des tâches de soutien, d'autres servirent de réserve pour des situations ponctuelles nécessitant une capacité de destruction exceptionnelle. Les équipages, quant à eux, furent redéployés ou intégrés à de nouvelles unités, emportant avec eux une expérience unique, acquise au prix de combats menés à très courte distance. La fin de l'engagement opérationnel du Churchill AVRE ne fut pas marquée par un événement spectaculaire, mais par une transition progressive. La machine avait rempli son rôle dans un contexte précis, répondant à un besoin né d'échecs passés et de contraintes extrêmes. Lorsqu'elle quitta la première ligne, ce ne fut pas parce qu'elle avait échoué, mais parce que le champ de bataille avait changé, imposant d'autres outils et d'autres approches. Ainsi s'acheva le parcours de ce char singulier, qui n'avait jamais cherché à dominer par la vitesse ou la portée, mais par une brutalité ciblée et assumée. Son histoire se termine là où son utilité maximale avait été atteinte, au moment précis où la guerre exigeait déjà autre chose, laissant derrière elle des équipages marqués et un terrain profondément transformé par son passage. Si cette histoire t'a captivé, pense à soutenir le travail en laissant un like et en t'abonnant à la chaîne. N'hésite pas à écrire en commentaire quelle machine ou quel épisode militaire tu aimerais voir explorer dans une prochaine vidéo, car chaque suggestion peut devenir la prochaine histoire racontée ici.